Bonjour, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, véritable carrefour d'experts durant lequel nous allons débattre d'un sujet d'actualité, en l'occurrence l'impact environnemental de nos déplacements. Et pour parler de ce sujet, avec moi, j'ai Xavier Titelman, un consultant, spécialiste de l'aéronautique. Vous conseillez les sociétés qui fabriquent les avions, mais également ceux qui les utilisent. Olivier Lavesque, vous êtes responsable, même dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle OTO, et vous avez plusieurs consultants qui voyagent en Europe et en France. Nicolas Beretti, BrainSWAT, vous êtes un studio qui permet de voir les choses un petit peu différemment et de nous aider à réfléchir sur notre façon d'agir et notre façon de nous organiser. Charles Adrien, vous êtes le rédacteur d'un rapport qui précise ce qu'il faudrait faire pour réduire les émissions de carbone et limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un rapport qui traite de la question de l'aviation, mais pas que, de l'ensemble des sujets de société. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est montrer, si on est sérieux sur la question du changement climatique, si on veut vraiment se limiter à 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est surtout de montrer qu'on ne peut pas, par des petits pas aujourd'hui, et dans la poursuite de ce que l'on est en train de faire, atteindre cet objectif-là. En fait, cet objectif-là, le fait de l'énoncer, implique un certain nombre de mesures qui ont l'air drastiques telles qu'elles sont. Il faut simplement se poser la question, est-ce qu'on est prêt à le faire, ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas être en mesure de ça? Et donc, dans ce cas-là, il faut s'adapter à un monde à 3 ou 4 degrés. Et donc, c'est-à-dire envisager dès maintenant les bonnes mesures d'adaptation. Xavier, les compagnies aériennes sont de plus en plus montrées du doigt. Il y a même la honte de voler en Suède. Comment les compagnies prennent-elles en compte cet impact environnemental ? Le premier objectif des compagnies aériennes, c'est quand même de faire de l'argent à la base. Et le premier poste de dépense, c'est les émissions de CO2 parce que c'est directement lié au carbone. Donc, avec ou sans incitation, les compagnies, leur objectif, c'est de diminuer leur quantité de carburant consommé, qui sont colossales, qui sont très importantes. C'est des centaines de tonnes pour traverser l'Atlantique. Elles ont cet objectif-là, mais évidemment, si on se place dans ce cadre de vouloir rester à 2 degrés, si l'intégralité de la Terre consommait autant que nous, ça ne tiendrait pas. Donc il y a des grands enjeux, il y a des grandes problématiques. Ils essaient de faire des efforts, mais qui seront certainement insuffisants pour tenir cet engagement de 2 degrés. Nicolas, l'avenir, compagnie aérienne, on voyage pas. Votre position, vous, en tant que, je dirais que chef d'entreprise aussi, puisque vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui. C'est un sujet hyper compliqué. Je dirais que le voyage d'affaires doit devenir maintenant la dernière solution viable. Alors qu'aujourd'hui, c'est un premier réflexe. On va se voir pour un oui ou pour un non. Et je dirais que peut-être mentalement, il faudrait commencer à voir le voyage d'affaires comme étant la dernière option possible et envisageable et autorisée dans la police de l'entreprise, dans les us et coutumes. Mais on ne pourra pas, de toute façon, contenir les 2 degrés. Et je pense que de toute façon, c'est raté, d'ores et déjà, si on continue sur la même trajectoire, parce qu'il faudrait 3 ou 4 planètes Terre pour vivre comme nous. Donc, de toute façon, logiquement, il va falloir un changement radical de nos façons de vivre. Ah, un changement radical, Olivier, vous avez des gens qui sont obligés de voyager, puisque vous faites du conseil dans les entreprises. On peut se permettre de faire du télétravail quand on est dans le conseil, on peut se permettre de changer notre façon de travailler, justement, pour minimiser cet impact environnemental ? Très sincèrement, je ne pense pas. En tout cas, on peut changer pour partie notre manière de travailler et ponctuellement, effectivement, faire du télétravail. Mais il y a des activités qu'on mène qu'on ne peut pas faire à distance. Enfin, typiquement, mettre au point un outillage de production tel un moule d'injection qui est en Chine, on ne peut pas le faire à distance. Il faut pouvoir rentrer dans le produit, voir comment il est conçu, comment la pièce sort, comment la modifier. Donc on peut, mais à mon sens, pas complètement. Moi, quand je vous écoute, j'entends Nicolas qui dit, quelque part, on est mal barré. Hein. Oui. J'entends Xavier qui dit, on travaille sur le futur. Vous avez dit qu'il y avait des choses à faire qui sont quand même relativement extrémistes et qu'on ne peut pas arrêter de voyager. Alors, le business travel, voyage d'affaires, hein, pour parler français, c'est un problème ou, d'après vous, c'est plutôt un outil justement de productivité ? Ça va dépendre un petit peu. Alors, ça dépend par rapport à quoi on le compare. Voilà. C'est une question d'intensité énergétique pour produire une certaine quantité de richesse. Aujourd'hui, il y a certaines dimensions dans lesquelles on n'a pas le choix, on est obligé de se déplacer. On se souvient quand il y avait le volcan qui avait empêché les déplacements en Europe, on se souvient quand le SRAS, une maladie en Chine qui avait limité les trafics aériens, il y avait eu des impacts directs sur la croissance économique parce que les gens ne pouvaient plus se déplacer pour faire le business, etc., qui est un des tracteurs fondamentaux. Donc il y a une corrélation directe entre le fait de pouvoir se déplacer, de devoir se déplacer quand on n'a pas le choix, et le fait que l'économie avance. Est-ce qu'il y a des moyens plus économiques
moins polluant de produire une même quantité de richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas. Par exemple, l'aérien qui transporte entre 1 et 3% du volume du fret transporte 30% de la valeur en fret. Donc toutes ces questions-là, il faut le mettre en relation avec ce que ça coûte. L'aérien, c'est 2% des émissions de CO2 mondiales. C'est important, c'est certainement trop, mais on est sur un secteur qui fait beaucoup d'efforts par rapport à d'autres. Tout à l'heure, on évoquait toutes les questions autour de la data. Enfin, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels la viande, le textile, etc., où malheureusement les efforts ne sont pas aussi importants que dans l'aérien. Charles-Adrien, 2% c'est la contribution du transport aérien, mais il n'y a pas que le transport aérien dans la production des gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. 2%, c'est la contribution directe, on va dire, du transport aérien. Mais en fait, le transport, de manière générale, aujourd'hui, c'est un impératif de notre société. On dit que le transport aérien, c'est que 2%, mais ça ne peut pas être une injonction à ne rien faire. La France ne représente même pas 2% des émissions de gaz à effet de serre, on a 1%, et pour autant, c'est inconcevable de se dire qu'on ne ferait rien. Donc, chaque secteur doit agir, mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir la vision systémique de l'ensemble, et de se dire que si aujourd'hui, on a ces besoins de transport, c'est parce qu'on a fait système de cette manière-là. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait revoir et se dire que peut-être que l'ensemble de la richesse que l'on produit aujourd'hui, déjà à 90% sert à faire des déchets directement et n'entretient pas finalement un certain gain de confort et autres. Donc peut-être qu'il faut se questionner là-dessus et se dire que ça, le transport aérien, plus que d'autres, c'est quelque chose sur lequel on peut agir et sur lequel on peut faire des réductions. Surtout avec les jeunes générations, elles ont conscience de cet impact environnemental. J'ai tendance à penser que l'impératif écologique, c'est rigolo parce que sur l'écran qui est derrière, il y a écrit écologie versus impératif business. Moi, j'aurais pu impératif écologique versus business. Ouais. L'impératif, je l'aurais mis sur l'écologie parce que c'est une non-option en fait. On a vu que les millennials acceptent des jobs payés 30% moins cher si le job correspond à des valeurs auxquelles ils croient. L'écologie en fait partie, parce que je pense qu'ils ont compris, ils sont nés dedans dans la crise environnementale, ils ont compris qu'il n'y aurait pas de futur s'il n'y a pas d'une planète viable sur laquelle vivre. Là où je suis assez pessimiste, c'est que quand on regarde la croissance, la sacro-sainte croissance vers laquelle tout le monde court, elle est corrélée avec les émissions de carbone, parce que notre économie est carbonée. Et donc, tant qu'on ne change pas de logiciel, on aura les mêmes émissions de carbone. Donc, le changement de paradigme qu'il va falloir opérer, il est ultra violent. Et je pense qu'on n'est pas prêt à ça. Et effectivement, on a tous le réflexe de dire moi, c'est que 2%, etc. Donc, on se repose sur l'autre. Mais on est câblé en tant qu'humain pour ne pas comprendre qu'on a un impact systémique. On est rentré dans l'anthropocène pour la première fois. Et ça, c'est impossible à comprendre. On est trop petit d'esprit, je pense, pour comprendre l'impact qu'on a sur la Terre. Pour vous, Olivier, alors vous aussi, vous avez beaucoup de consultants qui sont jeunes et moins jeunes. L'impact environnemental pour vous qui exercez, je dirais, dans toute l'Europe et dans toute la France, vous le sentez aussi ou alors c'est un problème qui est plus ou moins secondaire ? Très objectivement, en tout cas de mon point de vue et de mon retour sur l'expérience, je ne le ressens pas forcément beaucoup. Et c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été confronté typiquement à un jeune diplômé qui accepte un salaire réduit de 30% pour être conforme à ses convictions et pour favoriser son impact écologique. J'ai envie de vous dire, ça m'intéresse de les connaître, ces gens-là. Mais voilà, très objectivement, en tout cas moi, à titre personnel, j'ai jamais eu d'échange avec ces gens-là et j'ai jamais non plus de collaborateurs à moi qui m'ont remonté ce point-là. Je dirais plutôt qu'en effet, aujourd'hui, en termes de déplacement court, c'est-à-dire quotidien, les jeunes générations, effectivement, vont favoriser des déplacements courts pour être rapidement chez eux, mais je dirais plutôt pour favoriser un équilibre vie perso, vie pro. Après, l'argument mis en avant est, à ma connaissance, pas toujours l'écologie. Et je tiens quand même à faire une précision. Les jeunes générations sont beaucoup plus impliquées dans le respect de l'environnement, dans l'écologie, que par exemple, ma génération et la génération de mes parents. C'est incomparable, ça, clairement. Une question à tous. Au niveau de cette prise en compte de l'écologie, est-ce qu'elle est plus importante, d'après vous, dans les grandes capitales ou alors est-ce qu'elle est équivalente dans les provinces ? Grande capitale. Ouais, grande capitale, ouais, sans aucun doute. Mais il y a aussi autre chose, c'est que... Ah ouais. Moi, le Parisien, il se chauffe à l'électricité, il prend le métro. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de Paris, c'est du chauffage au gaz, c'est de la voiture. Donc les gens, sans s'en rendre compte, en réalité, déjà émettent plus. Alors après, il y a peut-être d'autres comportements qui sont plus vertueux, mais on se rend compte que finalement, en province, on recycle moins.
Alors, je sais pas, c'est peut-être une impression personnelle, mais il y a les Parisiens qui se rendent compte peut-être la conscience écologique qui est présente, mais quand on regarde les chiffres, qui est-ce qui voyage les gens qui habitent dans le Vercors, il faut faire une escale, c'est compliqué, les gens qui... Enfin voilà, le Parisien quand même voyage plus, même si dans sa vie de tous les jours, il consomme, il émet peut-être un peu moins de CO2, en réalité, il voyage plus aussi parce qu'il a plus de moyens pour le faire. Le problème, vous n'étiez pas d'accord, vous dites que justement en province, la prise en compte est importante. Oui, enfin, ce que je dis surtout, c'est qu'en milieu urbain, on a accès à des solutions beaucoup plus simplement. Aujourd'hui, se déplacer pour aller au travail, quand on est en milieu urbain, on a des solutions, on peut se déplacer, que ce soit en vélo, en transport en commun, etc. En fait, tout ça, ça existe. Donc, c'est une question de volonté, etc. En province, parfois, c'est simplement que ça n'existe pas. C'est une manière de se déplacer pour aller au travail, mais même pour avoir accès à des services essentiels. Parfois, la voiture individuelle, c'est la seule option obligatoire. Donc, effectivement, une personne qui est en province va sans doute émettre plus de gaz à effet de serre. Il y a des changements comportementaux qui sont équivalents en province ou en ville, notamment l'impact sur l'alimentation, etc. Mais les émissions de gaz à effet de serre des urbains, et en fait de manière générale, c'est plus on est une population haut revenu et à haute études réalisées, et donc ça ce sont des populations qu'on trouve d'autant plus en centre-ville urbain, plus on émet de gaz à effet de serre. Et ça c'est corrélé, c'est prouvé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à faire les efforts dans les milieux urbains. Peut-être qu'il y a une meilleure conscientisation des gens, mais qui aujourd'hui est loin du passage à l'acte nécessaire. Xavier, les compagnies aériennes, pour en revenir au déplacement professionnel, et les constructeurs, qui est le plus, je dirais, tenté de faire des efforts pour réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que c'est un ensemble ou alors est-ce qu'il y a vraiment un acteur qui est prédominant? Non, il y a vraiment un ensemble. D'ailleurs, même ils sont représentés par des personnes en commun. Quand il y a des grandes négociations, on pense aux accords de Paris, l'objectif de 1,5 degré. Donc il y a des engagements même qui sont pris, qui engagent les aéroports, le constructeur et à la fois la compagnie aérienne, qui a des enjeux, encore une fois parce qu'ils veulent réduire la consommation de CO2, mais quand Airbus vend un avion qui est plus écolo, ils peuvent vendre aussi leur avion plus cher. Donc c'est tout un cercle vertueux qui s'installe dans ce domaine-là. Il y a une volonté, tout à l'heure je parlais peut-être en pourcentage, les 2%, j'aurais pas dû parler de pourcentage, j'aurais dû parler en valeur. L'aviation, c'est 1 milliard de tonnes de CO2 émises chaque année, c'est colossal, c'est 2%. L'objectif, c'est, malgré cette croissance, c'est de rester à 1 milliard. C'est-à-dire en 2021, 2025, 2030, même si le trafic aura presque doublé d'ici là, on va rester et caper à ce milliard. C'est-à-dire que relativement aux autres industries qui ne font pas ces efforts-là, la proportion de l'aviation va décroître. C'est pas assez, mais on est sur une industrie qui fait des efforts, mais sur des décennies, parce qu'évidemment, on ne peut pas claquer des doigts et changer les avions tout de suite. Alors qu'il y a d'autres, on pense par exemple aux accords de libre-échange qui vont se faire avec l'Amérique du Sud. 1 kilo de bœuf brésilien, en termes d'émissions de CO2, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-Athènes. Donc on est sur quelque chose qui marche sur la tête, vous en parliez tout à l'heure. Il y a nos actions individuelles, choisir ou pas de manger du bœuf sud-américain, et le fait de ne pas forcément avoir le choix, à moins de se faire licencier, de devoir aller voyager. Donc c'est pour ça que c'est impératif. L'impératif écologique, je pense que tout le monde en est convaincu, il faut qu'on fasse tous des efforts, mais on peut choisir de ne pas manger de viande et de ne pas utiliser Netflix, mais peut-être qu'on n'a pas le choix sur certains déplacements. Alors, quand je vous écoute parler, alors d'un côté, j'ai des gens qui me disent « Attention, il y a beaucoup de choses négatives, il faut qu'on réduise les déplacements ». De l'autre côté, on ne va pas non plus tuer le business. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? J'ai vu hier une image qui m'a fait sourire parce qu'elle est simple. C'est la bourse ou la vie, avec un flingue sur la tête de quelqu'un. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, collectivement, on choisit tous la bourse. Vous en êtes sûr ? Bah oui. En fait, les scientifiques, ça fait des années qu'ils répètent que la trajectoire est catastrophique. On a commencé la 6e extinction de masse. Et tous, aller au mieux, on va commencer à dire qu'on va réduire nos efforts. Et j'entends le point qui est qu'on va essayer de maintenir à 1000 milliards de tonnes de CO2 les émissions, et c'est louable. En contexte de 1 milliard, pardon. Ouais. En contexte de croissance, c'est louable, mais moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on disait, si on remplace la planète Terre par un gamin, et aujourd'hui tout le monde dit, globalement, on s'engage à taper un peu moins fort sur notre gamin. Alors qu'il faudrait arrêter de taper dessus et la réparer. Et en fait, moi je vais commencer à avoir du respect que pour les entreprises qui s'engagent et qui inspirent les autres à le faire, à réparer la planète. La question de taper moins fort dessus ne nous sauvera pas, c'est juste que ça ralentit en fait l'extinction. Éventuellement. Mais il va falloir à un moment donné réparer. Et ça, je pense qu'on n'en fera pas l'économie et ça va être douloureux. Ça va être très très douloureux. C'est pas les entreprises. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens d'Afrique, désolé, vous prendrez pas l'avion ?
aux gens d'Asie, vous ne pourrez pas voyager. Alors, certes, il y a les entreprises, il y a les industries, il y a la technologie, mais à la base, c'est nos comportements individuels. Nous, on est sur une tendance à essayer d'évoluer de moins en moins, mais eux, sur une tendance à l'enrichissement, où ils veulent simplement vivre comme nous, parce que c'est plus confortable, c'est plus accessible, c'est plus agréable d'aller à la plage, etc. Donc il y a effectivement les industries, les grandes tendances, mais ça reste avant tout une question de formation individuelle et de sensibilisation des gens. Et objectivement, je pense que nous, on commence à l'être, mais il faudra des décennies pour que les populations dans les pays émergents aient cette notion d'écologie. Si on regarde aujourd'hui, les émissions des personnes dans les pays qu'on appelle émergents n'ont rien à voir avec celles de nos pays. Donc, d'abord, on peut agir chez nous. En fait, la problématique dans ces questions-là, c'est qu'on on se projette dans un état, en 2050, etc. Évidemment que le travail de monsieur ne va pas disparaître demain. Ça va mettre du temps progressivement à réorienter. Il faut que ce soit l'ensemble de la manière dont on fait système qui soit revu. Pour autant, je pense que dans le graphe que vous nous présentiez, il y a un appel à la rupture technologique. Il y a plus de la moitié du travail qui va être fait par des innovations qu'on ne sait même pas si elles existeront ou pas. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que depuis 30 ans qu'on maîtrise ce problème-là, on a toujours recours à la synchro-sainte technologie qui va nous sauver. Or, quand on regarde les émissions de CO2, c'est absolument pas du tout ce qui se passe, puisqu'on n'a pas du tout infléchi notre trajectoire. Okay. Nous, la seule chose que l'on a fait, c'est exporter des émissions ailleurs, ce qui fait qu'en plus, ça crée des déplacements pour les employés de monsieur, pour aller voir des machines qui ne sont plus sous nos pieds. Mais la courbe des émissions mondiales, elle augmente et même elle accélère. Donc ce recours à la technologie qui est notre solution que l'on prône depuis 30 ans, en fait on voit que c'est une impasse complète et c'est une impasse en fait qui est mortifère puisque, comme vous l'avez dit, ça nous amène droit dans le mur et ça amène vers le déclin de l'humanité. Donc c'est une question de comportement, effectivement, et ces comportements, ils doivent se réfléchir à tout point de vue. Par exemple, quand vous avez aujourd'hui des compagnies, alors on n'est plus sur le voyage d'affaires, mais aussi sur le voyage des personnels, qui font de la publicité pour des vols qui sont extrêmement peu chers, en utilisant une image de vélo pour faire de la publicité de l'avion. On voit bien qu'il y a une création, on essaye de s'approprier les images d'une autre mobilité pour promouvoir l'avion, et en fait c'est un non-sens. Donc il y a quand même une responsabilité du marketeur, de la compagnie, du constructeur, de vouloir continuer absolument la croissance d'un marché qui en fait n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. Et pour essayer de recontextualiser avec le sujet du déplacement, je pense que si futur il y a pour notre système économique, il sera repensé intégralement sur la gestion des déchets, l'économie circulaire, la compensation, la reforestation nécessaire et la restauration des écosystèmes, et ça va coûter très très cher. Et surtout, je pense que l'économie sera ultra locale. Il n'y a pas d'autre choix, effectivement. Quand on va arrêter de faire traverser la planète 2 fois des produits qui sont bricolés à droite à gauche et ensuite jetés ici, l'économie va redevenir ultra locale et ça va, je pense, mettre un énorme coup d'arrêt au développement économique des sociétés de transport. Enfin, je pense que c'est inéluctable. À voir, on va voir ça. Alors Olivier, pour le mot de la fin, vous, chef d'entreprise, vous prenez quand même l'environnement à cœur et vous êtes certifié ISO 14000. Bien sûr. Au 14001, je ne sais plus quelle est exactement la référence, c'est ça. Vous avez cet esprit où il faut quand même contribuer à faire de la productivité, à faire de la marge, mais aussi surtout à protéger également. Tout à fait. On a une politique effectivement environnementale. On est certifié ISO 14001. Pour nos déplacements, on privilégie les transports en commun. On privilégie le non-déplacement, bien évidemment. Si on peut le faire, alors on n'a pas d'hologramme, mais si on peut le faire en visio ou autre, la réunion, bien évidemment, on l'a fait outre pour des faits écologiques, pour des faits économiques aussi. Mais oui, on privilégie le non-déplacement et ensuite, oui, transport en commun, covoiturage, tout ce qui est conforme quand même avec notre souhait de mettre notre petite graine, je dirais, à la sauvegarde, notre contribution à la sauvegarde de la planète. Ouais. Voilà, c'était donc ce premier numéro de Clash Affaires. Alors, on n'a pas vraiment clashé, on a surtout apporté des éléments qui vont vous permettre de vous faire véritablement, 5 minutes, qui vont vous permettre de faire véritablement votre point de vue pour savoir si effectivement ce qui se dit est aussi dramatique que ça. On a eu plusieurs points de vue. Je remercie les experts qui étaient autour de la table aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. Merci.